Le dernier épisode en date, c'était la décolonisation. Et la France a vécu la décolonisation dans des tensions extrêmes et mettant en scène des principes fondamentaux qui l'ont opposé avec une violence qu'on n'a pas connue dans d'autres pays. Et d'ailleurs, cette décolonisation n'est pas terminée, car elle continue à exister aujourd'hui en Calédonie-Kanaki, et je voudrais que ce soir nous ayons une pensée contre le colonialisme. Mais voyez-vous, davantage peut-être que contre le colonialisme, contre l'irresponsabilité du président de la République qui délibérément a provoqué une situation de tension, de violence, d'exagération dont il est le seul responsable, parce que c'est lui qui a violé l'accord qui permettait pour la première fois de l'histoire de France une histoire de décolonisation respectueuse, non violente, pactisée et tranchée par des élections. C'est lui qui, avec cette désinvolture qu'on lui connaît, a voulu jouer sur un coup de dé la suite des événements dans un territoire où depuis 40 ans, on travaillait patiemment à construire quelque chose qui soit une issue collective. Il a brutalisé tout le monde, fait avancer d'un an la date du référendum et provoqué les dégâts que vous savez. Enfin, il paraît qu'on va ramener en Calédonie-Kanaki les 4 personnes qu'on avait mis en garde à vue, c'est-à-dire en détention préventive, ici dans l'Hexagone, les séparant par 17 000 kilomètres du reste de leur famille, car des personnes qui sont en détention préventive ne sont condamnées à rien parce que leur procès n'a pas eu lieu, et c'est donc un abus de pouvoir absolu que de les séparer de leur famille, de leurs enfants. Cette élection, nous l'avons bien vu avec l'élection européenne auparavant. On s'est étonné que nous autres, et beaucoup d'entre nous, se soient saisis de l'élection européenne pour protester contre le colonialisme en Palestine, et que nous ayons lutté instantanément pour le cessez-le-feu et la fin du massacre. Mais à cet instant, bien sûr, l'élection de députés du nouveau Front populaire signifie que nous avons la volonté absolue, si nous avons la majorité absolue, de reconnaître l'État de Palestine de manière à montrer que la logique de guerre, la logique du colonialisme, la logique de la violence ne mène nulle part. Et nous sommes sensibles au fait, mesdames, messieurs, et comme je suis douloureusement surpris de voir qu'une fois de plus, il est à peu près impossible d'arriver à parler de quoi que ce soit de sérieux dans une élection, comme si c'était un divertissement. Mesdames, messieurs, tous, notre pays est en première ligne de tous les théâtres de guerre. Et la question de la guerre ou de la paix est posée à travers le résultat des élections qui auront lieu ce dimanche. Car selon que c'est les uns ou les autres qui l'emportent, eh bien alors on aura une politique à 100% tournée vers la paix ou bien une politique tournée vers l'acceptation graduelle de la guerre. La guerre ne produit rien d'autre que de la violence, de la haine, des destructions, et ce sont des destructions définitives. Ce n'est pas un jeu vidéo. Les Français sont exposés en première ligne lorsque, par exemple, pour la défense légitime, normale, nécessaire de l'Ukraine contre son envahisseur russe, nous nous déployons dans des conditions telles que nous pourrions devenir nous-mêmes belligérants contre la Russie, ce que nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas faire la guerre. Alors je le dis avec toute la force que je sais qu'il y a en vous déjà. Nous n'acceptons pas qu'un pays règle les problèmes avec son voisin par l'invasion, car nous-mêmes Français, nous avons été envahis 4 fois en un siècle par notre voisin, et ça nous rend particulièrement sensibles à la mauvaise habitude d'envahir le voisin. Mais pour autant, je voudrais vous rappeler que nous avons 2000 Français engagés sous l'uniforme, qui sont présents en Roumanie, en Lettonie, en Estonie, en Lituanie et en Pologne, et que pour un coup mal placé depuis la Russie ou pour une riposte partant depuis l'Ukraine, nous serons en première ligne et transformés en belligérants, car la logique, quand vous êtes frappé en guerre, c'est que vous répliquez et que la réplique amène l'escalade. Nous sommes en première ligne aussi en Palestine, parce que du fait que la guerre continue et qu'il est impossible de faire entendre raison parce que les États-Unis d'Amérique ne le veulent pas,
à M. Netanyahou, alors la guerre continue et elle se propose de s'exporter jusqu'au Liban. Et au Liban, pas touche au Liban, le Liban est un État souverain, mais le Liban, sur la ligne de la frontière, il y a 700 militaires français sous casque bleu. Et par conséquent, pour un obus qui partirait du mauvais côté ou qui tomberait au mauvais endroit, alors, mesdames, messieurs, une nouvelle fois, les Français seraient en première ligne. Et quand on est en première ligne et qu'on reçoit un coup, eh bien, évidemment, on riposte. Et c'est comme ça que se font les escalades. De la même manière, les Français sont en première ligne dans la zone que l'on appelle Asie-Pacifique. Mesdames, messieurs, que c'est loin, que c'est loin. Monsieur Mélenchon, pourquoi nous parlez-vous d'Asie-Pacifique? On a déjà assez de problèmes comme ça. Monsieur, s'il vous plaît, taisez-vous parce que sinon je perds le fil de mon discours. Merci. Je suis un être humain comme les autres, hein, bon. Merci, merci. Je vous dis l'Asie-Pacifique, parce que là-bas est en train de mûrir une guerre entre les États-Unis d'Amérique et la Chine et combien d'autres protagonistes. Là-bas, il y a 50% de l'humanité. Là-bas, il y a 60% de la richesse du monde qui se fabrique. Là-bas, il y a 90% de tout ce qui arrive en Europe comme marchandises. Et nous sommes en première ligne parce que la Polynésie dite française est là-bas, parce que la Calédonie Kanaki est là-bas, parce que l'île de la Réunion est dans l'océan Indien, parce que Mayotte s'y trouve, etc. Nous sommes en première ligne. La guerre et la paix est l'affaire du prochain gouvernement. Et voilà pourquoi vous avez intérêt, cette fois-ci, peut-être davantage qu'à d'autres occasions, de bien comprendre ce qui est en jeu. Pour la première fois, nous ne nous opposons pas seulement sur des programmes politiques, sur des mesures qui, bien sûr, à chaque fois, rendent compte de visions différentes. Évidemment que quand nous affrontions la droite classique, à chaque fois, c'était la question de la retraite. À chaque fois, c'était la question de la sécurité sociale. Et bien sûr que la sécurité sociale, c'est plus qu'une assurance, c'est une vision du monde. La sécurité sociale, cela signifie quelque chose qui pour nous est un idéal de vie. Cela signifie chacun donne selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Dans le domaine de la santé, ça veut dire que vous cotisez d'après votre paye, mais que quand vous avez un cancer, riche ou pauvre, vous êtes traité de la même manière et vous êtes soigné par la fraternité et la communauté de tous ceux qui, par leur cotisation, voilà ce que nous faisions jusqu'à présent. Mais maintenant, il s'y rajoute quelque chose de terrible. Et comme je vous l'avais dit en 2012, j'avais dit ça se finira entre eux et nous, parce que les politiques néolibérales qui ont détruit nos sociétés, explosé les grandes corporations, détruit les services publics, pulvérisé la société, créé le travailleur ubérisé, l'auto-entrepreneur, auto-esclave, etc., etc. Cette société ne se laisserait pas pulvériser sans se chercher de nouveaux points de repère. Et depuis 50 ans qu'ils sont là, car je le rappelle, le Front National, il est en mouvement depuis 1971, bénéficiant de toutes les complicités médiatiques pour sa dédiabolisation, pendant que nous étions diabolisés à mort, pendant que nous sommes divisés, pendant que nous avons eu des politiques qui ne convenaient pas pour rassembler notre peuple et l'unifier par ses revendications communes. Eux ont continué étape par étape à avancer, jusqu'au point où nous voici. Heureusement que nous avons d'abord fait tout ce chemin qui nous a permis d'affirmer qu'il n'y avait de gauche qu'en rupture avec l'ordre établi, en rupture avec le capitalisme, en rupture avec le productivisme absurde qui détruit le monde dans lequel nous vivons. Eh bien, aujourd'hui, toute la gauche est d'accord sur ce point. Et s'il y a des discussions pour savoir où on met le curseur, nous sommes bien tous d'accord pour dire que si on continue les politiques néolibérales, la société tout entière sera détruite. Que si on continue la politique de négation de l'urgence du changement climatique et des questions de la destruction de l'écosystème, votre génération, jeunes gens, n'aura plus le même monde à sa disposition que celui que nous avons pu connaître dans la mienne. Car vous n'aurez plus de monde du tout.
parce que les sociétés seront disloquées par le changement climatique, par la montée des eaux, par les événements climatiques extrêmes qui la disloqueront au moment où elle est la moins organisée, où elle a le moins de moyens, le moins de services publics. Voilà le moment historique. Et dans ce moment historique, ce que nous abordons, ce que nous affrontons de nouveau, parce qu'il est à la veille du pouvoir, c'est quelque chose dont on doit dire le nom. Une politique raciste, car ce qu'ils veulent, c'est la négation du principe de base sur lequel est construite l'idée républicaine et l'idée d'une patrie commune. Résumons les principes philosophiques qui sont à l'œuvre. Nous autres tous, autant que nous sommes, nous croyons que nous sommes tous semblables. Ce n'est pas un acte de foi, nous le constatons. Nous sommes tous semblables. Alors, si nous sommes, je n'ai pas dit identiques, j'ai dit semblables. Nous sommes semblables par quoi? Pas par notre couleur de peau, pas par nos religions, pas par notre genre, pas par notre taille, pas par notre poids. Nous sommes semblables par nos besoins, qui sont les mêmes. Et parce que nous avons les mêmes besoins, alors nous avons les mêmes droits à les voir respectés et accomplis. Voilà, mesdames, messieurs, la base de la philosophie républicaine et de l'idéal de ce qu'on appelle la gauche, c'est-à-dire l'idée que nous sommes libres, égaux et fraternels. Et eux viennent et disent non, nous ne sommes pas les mêmes parce que la race, il n'y a pas de race ailleurs que dans l'œil du raciste. Les races n'existent pas. Par la religion, bien sûr les religions sont différentes, mais nous autres ici en France, au terme de 3 siècles de lutte de religion, nous avons inventé la laïcité, qui n'est pas un athéisme d'État, mais qui est le respect de la liberté de conscience de chacun, qui fait de la religion son affaire privée et ne la met pas dans la sphère publique. Voilà à quoi nous nous opposons en ce moment. Voilà le choc des deux idées, mais je veux aller plus loin. Il y a maintenant plusieurs soirs que je vais plus loin en disant « Les amis, je sais qui vous êtes tous de gauche. Il y a des discours qu'il est temps d'unifier, qu'il est temps de mettre en perspective. Ça suffit de parler de respect de la diversité. Nous ne sommes pas de la diversité, nous sommes semblables. Ça suffit de dire il y a la lutte contre le racisme, il y a la lutte pour les droits des femmes, il y a la lutte pour le droit à l'éducation. Tout ça, c'est une seule et même chose, parce qu'il se passe quelque chose que nous devons affirmer avec enthousiasme, avec volonté de le faire ensemble. Quoi? Faire ensemble la nouvelle France. Il faut arrêter de se sentir comme à la marge. Nous sommes le cœur de la société. La nouvelle France, c'est celle qui hier était rurale et était un gamin. La France était une France des campagnes. Maintenant, c'est une France des villes. Par millions, vous n'avez jamais rien connu d'autre que la vie en ville. Par millions, vous dépendez des services publics communs pour produire et reproduire votre existence matérielle. Et votre vie tout entière est déterminée par le fait que vous payez ou non la facture d'eau et d'électricité. Et c'est le premier rapport social que vous avez. Il est à la maison. La première aliénation, si vous ouvrez le robinet et que la flotte ne coule pas, il n'y a pas de négociation entre votre soif et le robinet. C'est le robinet où il ne coule pas d'eau qui a le dernier mot. Et c'est d'une violence totale. Ça, c'est la vie en ville. Ensuite, dans ces années, les années 50, c'était un monde dans lequel les femmes n'avaient pas le droit d'avoir un carnet de chèques, dans lequel elles ne pouvaient pas travailler sans l'autorisation de leur mari. Eh bien maintenant, nous sommes dans une société qui s'est profondément féminisée. Et sur chacun des points que je viens d'évoquer devant vous, je vais en évoquer encore quelques-uns. Oui, il y a 2 réponses. La réponse des racistes, la réponse de ceux qui veulent le marché partout, c'est les mêmes. Ceux-là vous disent, oui, les services publics, on verra, parce que c'est des fonctionnaires qui s'en occupent et c'est tous des fainéants. On sait ce qu'ils pensent de ça. Quant aux droits des femmes, vous le savez tous, parce que vous savez tous ce qu'ils votent, comment ils se comportent quand les questions des droits des femmes sont posées dans des votes. Au Parlement européen, au Parlement français, ils votent toujours contre nous, contre les libertés que nous voulons étendre. Une France urbanisée, une France féminisée, une France plus éduquée. Dans les années 50, il y avait 10% de jeunes gens qui avaient le bac.
Dorénavant, il y en a 70 à 80%. N'écoutez pas les vieux schnocks qui vous disent c'était mieux avant. Ce n'est pas vrai. Avant, j'y étais. C'était pas mieux. Et tous ces gens qui sont là à raconter des histoires pour vous humilier. Aujourd'hui, le niveau d'éducation est monté. Et il a été également réparti entre les filles et les garçons. Et ça se voit dans les résultats à l'université, au bac et ainsi de suite. C'est une France plus connectée. Vous n'avez pas connu ça, vous, le bled, enfin, où on est, il y en a 20 par-ci, 30 par-là, 200 dans un coin, ils ne parlent jamais aux autres. Et dans le village, ceux qui habitent en haut, ils ne parlent pas à ceux qui habitent en bas, etc. Aujourd'hui, vous êtes une France connectée. Chacun d'entre vous, connecté, comme 90% des Français connectés par l'Internet. Vous avez votre réseau d'amis, vous parlez, vous échangez, vous apprenez des centaines de choses qu'il était impossible de connaître à d'autres époques, où il fallait consulter l'encyclopédie qui coûtait des sous pour savoir ce qu'était ceci, ce qu'était cela. Voilà ce qu'est cette nouvelle France. Mais par-dessus tout, le cœur de cette nouvelle France, c'est que, au milieu du siècle précédent, un Français, une Française sur 10 avait un ancêtre étranger. Je veux dire un grand-père ou une grand-mère étranger. Aujourd'hui, c'est 1 sur 4. 25% de la population de ce pays. Voilà de quoi on parle. Et c'est le moment où ils viennent pour dire « Vous allez rentrer chez vous. » Ah bon? Ah bon? Alors ceux qui sont les immigrés de Haute-Savoie, de Bonneville, qui sont ici en région parisienne, ils vont retourner à Bonneville, c'est ça que vous voulez dire? Ou bien est-ce que vous voulez dire, comme vous l'avez dit à Carlos Bilongo, retourne en Afrique, mais pas de bol, il est né ici et ses parents sont enterrés ici. Ces gens-là parlent d'un monde qui n'existe pas. Leur racisme est uniquement un prétexte pour mettre de côté une partie de la population et l'humilier et vouloir la faire travailler plus que de raison pour moins que les autres, en lui demandant en plus de se taire, en la menaçant, en l'humiliant. La nouvelle France, c'est nous. Je vous demande de vous l'approprier, jeunes gens. Vous qui avez des grands-parents étrangers, rappelez-vous que si vous en avez 1 sur 4, eh bien ça veut dire qu'il était forcément avec quelqu'un d'autre, parce que sinon vous n'y seriez pas ici aujourd'hui en train de m'écouter. Alors ça fait pas 1 sur 4 cette fois-ci, ça en fait bien plus. Ça veut dire que nous sommes tous un seul et même et unique peuple. Voilà. Le peuple français, c'est nous. Maintenant, c'est nous qui crions dans nos meetings, on est chez nous, on est chez nous, on est chez nous, on est chez nous. Voilà ce qu'il était temps de dire. Alors, c'est un grand changement dans la manière d'être. Il faut être fier de ça. Oui, nous sommes la nouvelle France et nous allons la construire de la manière suivante. Oui, elle sera féminisée. Oui, elle sera socialisée. Oui, on respectera les gens, on les soignera, on les éduquera, tous sans exception, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur religion. Voilà la France qu'on va bâtir. Mais c'est pas tout. On va d'abord réparer les dégâts. Et les dégâts, ils sont immenses. La masse de la population des quartiers populaires, que le Front populaire doit d'abord et avant tout représenter. Avant tout représenter le peuple. Cette masse, 60% des quartiers populaires n'ont pas de bureau Pôle emploi et c'est pourtant là qu'il y a le plus de chômage. 40% des quartiers populaires n'ont pas de crèche. 10% n'ont pas de desserte en transport public. Et il y a 2 fois moins de médecins spécialistes dans nos quartiers populaires qu'ailleurs. Voilà tout ce qu'il faut réparer. Quand je vous parle d'une nouvelle France, c'est celle qui donne un droit égal, et pas seulement en parole, un droit égal à tout le monde, de vivre dignement et d'être traité dignement. C'est dans les quartiers populaires que la France a son avenir, pour une raison simple à comprendre, c'est que 40% de la jeunesse du pays s'y trouve, et que notre peuple est un peuple vieillissant, comme tous les autres peuples d'Europe, et qu'il n'y a aucun avenir pour une société quand les enfants ne peuvent pas accéder à une vie qui soit meilleure que celle de leurs parents. Et il faut la force d'invention de la jeunesse, il faut sa bravoure et son inconscience parfois même pour que les chemins nouveaux soient ouverts.
Et il faut arrêter d'avoir peur de la terre entière, parce qu'on n'a aucune raison d'en avoir peur, parce que nous avons encore besoin de bras, nous avons encore besoin d'intelligence, nous avons encore besoin de monde et de jeunesse. Et cette jeunesse, il faut la traiter comme la part la plus précieuse de notre société, comme l'ont fait vos parents, jeunes gens, qui se sont coupés les veines pour que vous puissiez être éduqués, pour que vous alliez à l'école. Eux ont travaillé dur, ont fermé leur bouche, se sont mis à l'écart. C'est à la hauteur de leur sacrifice que vous devez dorénavant vous mettre tous et se mettre à cette hauteur. C'est étudier avec sérieux pour s'améliorer, pour être meilleur demain. Mais je sais ce que vous allez me répondre. C'est dur d'étudier sérieusement quand on est obligé en même temps de travailler pour se payer ses études. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas un luxe qu'il y a dans le programme du nouveau Front populaire de dire qu'il doit y avoir une allocation d'études pour la jeunesse, et en particulier pour la jeunesse de l'enseignement professionnel, dont parfois 90% d'une classe va au travail tous les soirs et pendant le week-end. Cette jeunesse est la jeunesse certainement parmi la plus importante part de la population de ce pays. Savez-vous combien au total il y a de jeunes gens qui sont dans l'enseignement professionnel, dans l'apprentissage ou dans la voie technologique? La moitié de la jeunesse de l'enseignement secondaire, la moitié de notre jeunesse. Il faut arrêter de la mépriser, il faut arrêter de la maltraiter, il faut la respecter, il faut l'encourager, il faut l'aider à étudier, parce que nous avons absolument besoin d'eux, des métiers qu'ils apprennent. Il n'y a pas de société développée sans cette jeunesse-là. Voilà, je vous parle de tout ça avec toute la force qu'on peut y mettre. Alors, écoutez les gens, quand on vous dit le programme coûte trop cher, écoutez un homme qui a vécu un paquet de campagnes électorales. C'est tout le temps la même musique. Chaque fois qu'il est question d'augmenter les salaires, les voilà qui mettent en mouvement leurs plus gros organes, la glande lacrymale. Ils pleurent. C'est la ruine du pays, c'est la catastrophe. C'est eux qui ruinent le pays et qui viennent nous donner des leçons. C'est eux qui font 1000 milliards. C'est eux qui désorganisent tout. Et vous avez même des journalistes qui commentent en disant « Oui, tiens, il y a un prix Nobel d'économie qui dit que le programme du Front populaire est un programme qui fonctionne et qu'il est très bien. » Et vous avez un journaliste qui, comme vous le savez, les journalistes savent tout sur tous les sujets. On se demande quand est-ce qu'ils ont le temps d'apprendre, puisqu'ils passent la journée entière assis devant la caméra. Et qui dit « Cette femme, elle a dû lire entre les lignes. » Voilà. Voilà le machisme. D'accord? Comme c'est une femme qui l'a dit, c'est forcément une bêtise. Ben, pas de bol, mon pote. Elle est prix Nobel d'économie. Et toi, t'es quoi? Eh bien, rien du tout. Alors, tais-toi. Bon. Bien sûr que non, faut pas se taire. Hein. Moi, ils veulent me faire taire et vous voyez bien ce que ça donne, c'est raté. Mais, ce que ça signifie, c'est que vous devez arrêter d'avoir peur. Ne croyez pas que nous n'ayons pas travaillé. Nous avons travaillé avec sérieux à chiffrer. Vous avez entendu tout à l'heure, vous l'avez sous la main, Clémence Guettet. En tout cas, auprès de nous, c'est elle qui peaufine de mois en mois le programme. Alors la question, c'est pas combien ça coûte. Ça, c'est une question de gens qui sont radins de leur trésor à eux. La question, c'est qui c'est qui paye. Voilà la vraie question. On a donné à tous ces bons à rien 223 milliards par an d'aide aux entreprises, n'est-ce pas? En fait, c'est des aides aux actionnaires, parce que vous leur donnez des sous à un bout. Normalement, d'après ce qu'ils racontaient, pour les plus jeunes, vous n'avez pas connu ça, mais alors ils venaient avec la mine sucrée et ils disaient les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain qui seront les emplois d'après-demain, et ma cousine et ma sœur, etc., etc. D'accord? Oui, c'était ça. Et puis ils avaient l'air très sérieux. Si vous disiez, mais on peut en avoir un peu au passage, ah non, vous allez ruiner le pays. Bon, on connaît cette musique. Eh bien, très bien, où sont passés ces milliards qu'on leur a donnés? On a le droit de poser la question. Où ils sont? Ils sont rentrés là, vous regardez à la sortie, il n'y en a pas. Où c'est passé? Ce n'est pas passé dans l'investissement. Mesdames, messieurs, ils avaient largement de quoi acheter des nouvelles machines pour soulager l'effort au travail. Ils avaient de quoi payer des laboratoires pour chercher des nouvelles procédures. Ils avaient de quoi payer de nouveaux équipements pour qu'ils soient plus respectueux de l'environnement. Ils ne l'ont pas fait. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils se sont gavés, ils se sont gorgés, ils ne savent plus quoi en faire. Et tout cet argent est parti tout dans la sphère financière
et vous n'en avez pas revu la couleur. Et à intervalles réguliers, il y a une grande catastrophe financière et tout ça part en fumée. Et pendant ce temps, le peuple, lui, a travaillé. Il a donné toute son énergie, toute son intelligence pour faire tourner le mieux possible le travail qui lui était assigné. C'est injuste, il faut que ça cesse. Alors dites-vous bien une chose, de l'argent, il y en a beaucoup, pas un peu, beaucoup. Et il est tout à fait possible de le répartir autrement. Et maintenant, je vais vous dire encore ceci. La meilleure affaire que le pays puisse faire, c'est que vous soyez heureux. Parce que quand on augmente les salaires, et notamment les petits salaires, les gens dépensent tout. Et quand ils dépensent tout, tant mieux, parce que ça fait tourner la boîte. Ça crée de l'activité, ça crée de l'emploi, ça crée de l'impôt, ça crée des taxes. Voilà, mesdames, pourquoi le bonheur est la meilleure des choses en économie. Et ces gens feraient bien de chiffrer un jour ou l'autre le prix du malheur qui sème. Parce que quand vous ne donnez pas assez à la paye des gens, alors on achète comme on peut, là où on peut, et c'est tous le moins cher. Et alors on crée d'abord un venin, l'idée que c'est moins cher qu'est bien. Ben non, parce que moins cher, c'est toujours plus cher pour quelqu'un, pour celui qui doit s'user au travail, produire davantage pour que ça coûte moins cher. Mais la deuxième chose, c'est que les uns payent moins cher et les autres peuvent payer plus cher. Et qu'est-ce qu'ils peuvent payer plus cher? Ils peuvent payer plus cher ceux qui sinon les rendraient malades et rend malade la masse. Savez-vous combien coûte le diabète qui vient de trop de sucre? 50 milliards ça coûte à ce pays. Ça, c'est la sécurité sociale qu'il paye. Vous voulez des ressources? Diminuez le malheur, augmentez le malheur, et le bonheur, et vous aurez plus dans la caisse. L'épidémie d'obésité, elle ne vient pas du fait que les gens mangent trop. C'est que ce qu'ils mangent n'est pas bon. Et la malbouffe, elle aussi, elle crée des dégâts. 12 milliards par an. Diminuez le malheur, vous augmenterez le bonheur et vous remplirez la caisse. Voilà les deux visions de la vie. Voilà les visions de la vie qui s'opposent. Et voilà pourquoi c'est déjà assez dur de le faire comprendre. Parce qu'il y a tant de gens qui ont tellement l'habitude de se priver que quand on leur dit, bah si, il y a des sous, ils disent, oh oui, monsieur Mélenchon, bon. Et vous avez tous les petits monsieur je sais tout et madame je sais tout, là, de la télévision qui rappliquent en disant, vous allez ruiner le pays, c'est trop la catastrophe. Vous avez des gens qui sont là, la mine sucrée et importante, ils ont tout compris mieux que vous. Et ils vous expliquent pourquoi vous êtes des benets et que vous comprenez rien. Alors voilà pourquoi déjà il faut résister à ça. Mais maintenant il y a pire. Il y a ceux qui disent bah c'est normal à cause des immigrés. Et donc tous les problèmes viendraient des immigrés. Ils ne savent même pas que les immigrés sont maintenant des Français, de la deuxième, de la troisième génération. Et on va le leur montrer. Qui est-ce qui ici a un grand-père étranger? Levez la main. Voilà, Madame Le Pen, regardez bien ce qui se passe ici. Regardez les gens qui lèvent la main. Levez la main, là. Si vous n'avez pas honte, alors vous levez la main. Voilà. Cette France-là... D'ailleurs, ce soir, Zemmour, il dort pas. Hein. C'est la catastrophe est commencée. Eh bien moi, je suis fier d'être le facteur de cette catastrophe. Ça me fait plaisir. Et vous voyez, faut que j'arrête parce qu'il paraît que vous êtes de foot tout à l'heure. J'ai encore une chose à dire, c'est à propos du SMIC. Vous les avez vus avec le SMIC? Ah, c'est trop cher, pas pouvoir, etc. D'abord, ils croient qu'on n'est pas assez intelligent pour comprendre que s'il y a un problème, on le réglera. S'il y a des entreprises qui ont un problème, on le réglera. Mais on paiera le SMIC. Plus haut, 15%. Quelle horreur! Attendez, les gens. Mais tout le temps, ils disent que c'est la... Il y a déjà quelqu'un qui pleure parce que c'est la catastrophe. Bon. Mais moi, je me rappelle, j'y étais. En une nuit, ils ont eu tellement peur. Ils ont lâché un SMIC, 35% de hausse en 1968. Il y en a bien un ou deux qui étaient ici. C'est grâce aux syndicats hein, qu'on a eu ça. Voilà, 35% de hausse. Et puis... Chez les Espagnols, en deux coups, 30% de hausse du SMIC. Eh bien, ils ont créé 840 000 emplois. Et je vais vous en dire une bien bonne aussi. C'est que non seulement ils ont créé 840 000 emplois, mais ils ont donné des papiers à 640 000 travailleurs honnêtes qui n'avaient pas de papiers. Et ils les ont sortis de l'illégalité. Parce que les autres, ça les arrange qu'il y ait des gens qui soient dans l'illégalité.
Et souvent, le plus souvent, 99% des cas, c'est de braves gens qui demandent seulement à pouvoir travailler, s'occuper de leurs gosses et de leur famille, et rien d'autre. Alors, quand ils ont parlé du SMIC, évidemment, ils ont fait 3 sauts périlleux arrière. Mais vous avez vu comment je leur cloue le bec en 5 minutes. Je commence par dire qui c'est qui est payé au SMIC dans ce pays. Les femmes, 80% des smicards sont des femmes. Vous êtes en train de discuter l'augmentation du salaire des femmes, à qui vous n'arrêtez pas sans arrêt de demander des efforts supplémentaires, à qui vous voulez supprimer un certain nombre d'allocations, si, quand leurs gamins échappent à leur contrôle, parce que ça arrive à chaque fois qu'un gamin devient adolescent, ça fait partie du programme génétique, ils se mettent en danger. Et alors là, vous leur dites, on va vous supprimer ci, on va vous supprimer ça, allez tiens, foutez aussi en prison pendant que tu y es. Ah, il y en a qui disent, tiens, quelle bonne idée. Vous les connaissez, il n'y a pas de limite à leur brutalité, il n'y a pas de limite à leur volonté de contrôler la vie des gens, de se mêler de tout, et surtout des autres, pas d'eux. Parce que si on se mêlait d'eux, alors on verrait que dans le camp de Madame Le Pen, dans ses candidats, il y en a au moins 45 qui sont des azous absolus, des séquestrations, des agressions. Et vous l'avez vu, cette menteuse professionnelle dire à la télé, oui, quand il y a un problème, ça dépend comment on le traite après, en parlant de ces dingos qu'elle a avec elle. Mais elle ment. Cette femme est restée assise à côté d'un type qui est libraire d'une librairie négationniste, alors là, comme antisémitisme, on ne fait pas au-dessus, pendant 2 ans. Et après, elle vient à la télé tranquillement et personne ne lui cloue le bec pour lui dire « Mais madame, vous mentez ». Et c'est à moi qu'on vient demander ce que je fais des candidats qui posent problème. Mais voici ma réponse, il n'y en a pas. Tout simplement, il n'y en a pas.